Enregistré sur cet ordinateur. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Parole de Femmes, une émission créée et conçue par Femmes et Diversité. Parole de Femmes est une collection de portraits de femmes qui met en lumière ces femmes qui ont osé aller vers leur plein potentiel. Dans cette collection, nous présentons donc des femmes qui font bouger les lignes, qui osent sortir de leur zone de confort et qui partagent avec nous leurs défis, leurs réussites et les leçons qu'elles souhaitent transmettre. Parce que finalement, c'est l'envie, le courage et la détermination qui dessinent nos trajectoires de vie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le portrait très inspirant de Ida Gennari El Isheri, avec qui nous allons parler de déterminisme et de détermination, cette détermination intrinsèque aux femmes. Ida, tu es docteur en psychologie du travail et des organisations, psychologue et executive coach certifiée d'HEC Paris, enseignante et consultante. Après avoir exercé une quinzaine d'années dans différentes fonctions RH et managériales dans de grands groupes français, tu crées PsyEco Développement, un cabinet de psychologie et de conseil spécialisé sur l'accompagnement des transformations dans les organisations, des hauts potentiels et des femmes. Tu es mère de 4 enfants, donc c'est beaucoup de travail, et tu es auteur de Femmes avec un grand S, qui est ici, sorti en avril 2021, un essai qui invite chaque femme à explorer et à déployer la pluralité de ses identités. Ton prochain livre, L'école des femmes dirigeantes, sort le 8 mars prochain, date hautement symbolique, et il invite chaque femme à mobiliser son leadership personnel pour trouver son équilibre de vie choisi. Merci beaucoup, Ida, d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, c'est comment est né ton engagement auprès des femmes? Alors, merci Leïla de ton invitation. Je suis ravie d'avoir ce temps d'échange avec toi ce matin et avec les femmes qui te suivent. Alors, mon engagement est né il y a très loin, je crois, mais je vais donner peut-être la date la plus proche qui est en 2016. En 2016, j'ai alors 3 enfants petits. L'aîné a 7 ans, Elissa doit avoir à ce moment-là, quel âge? 5 ans, et Naël en a 2. Et je travaille beaucoup. J'ai soutenu ma thèse en 2011 et je suis un peu dans un tourbillon, dans un petit moulin. Et donc, je décide de partir en séminaire, mon premier séminaire de développement personnel. Et là, l'accompagnante nous invite à travailler sur ce sur quoi nous sommes fiers. Donc, c'est la première fois que je fais ce type d'exercice, d'écrire mes fiertés. Donc, je plonge dans l'exercice que je trouve assez complexe et en même temps émerge le fait que je me dis, finalement, ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est d'avoir tenu mes engagements sur mes différents domaines de vie. Je voulais avoir des enfants avec mon mari et je voulais travailler, faire cette thèse de doctorat, être engagée dans ce qui m'intéresse. Ça n'a pas été simple. Il y a eu des obstacles, il y a eu des paroles décourageantes et aussi des paroles encourageantes et des boulevards. Et j'ai choisi les boulevards et les paroles encourageantes et j'y suis allée. Et finalement, donc en 2016, je peux faire le bilan que j'ai pu faire les deux. Et je me dis en parallèle, c'est vrai que je parle avec beaucoup de mes copines brillantes qui parfois ont renoncé, soit à poursuivre leur carrière pour avoir leurs enfants, soit à ne pas faire d'enfants pour favoriser leur carrière. Et je mesure une certaine frustration. Voilà, parfois c'est un choix et c'est parfaitement OK, mais dans ce que je pouvais voir autour de moi, je mesure une certaine frustration et je me dis c'est injuste en fait. C'est injuste pour les femmes. Et donc, à ce moment-là, on pousse encore la réflexion dans ce stage et on est invité, quand on en sent l'élan, à déclarer un engagement. Et au bout des 3 jours, je me lève et je me lève face à la personne qui était en face de moi, qui est aujourd'hui la directrice marketing du cabinet, la directrice de communication et la directrice marketing du cabinet. Donc, on se rencontre à cette époque. Et donc, je me lève et je dis, moi, j'ai envie
de m'engager pour que les femmes puissent faire tout ce qu'elles veulent dans leur vie. Voilà. Et là, je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre ou quoi que ce soit, mais je lance ça. Et voilà. Et je crois que la pierre était posée pour que je me lance concrètement dans cet engagement-là. Donc, en fait, c'était l'aboutissement de ces 3 jours qui t'a fait prendre conscience que tu avais une mission de vie, en quelque sorte. Ouais, que j'avais peut-être quelque chose à dire là-dessus et peut-être même à transmettre, compte tenu de mon expérience personnelle. Tout à fait. Alors, du coup, tu te lances dans la création d'une école, l'école des femmes, qui englobe toutes les femmes avec un grand S. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette notion de femme avec un grand S parce que c'est intéressant. C'est vrai que le féminisme a tendance à établir une norme et je pense, enfin, d'après ce que j'ai lu sur ton travail, tu essayes justement de déconstruire ce qu'on entend derrière les femmes en incluant toutes les femmes dans leur pluralité. Oui, c'est très important pour moi. Alors c'est peut-être mon parcours psy qui fait ça, c'est de vraiment permettre la singularité, l'individualité de chaque un. Là aussi, j'ai presque envie de mettre un tiret entre chaque et un et chaque une. Et donc mon idée, c'était de parler des femmes, donc les femmes du coup au pluriel, mais pour chaque femme, de parler de ces multiples facettes qui se combinent finalement à l'infini pour chacune de nous, selon notre histoire de vie, selon ce qu'on va découvrir aussi de soi et de ses aspirations, et de pouvoir ensuite avoir la possibilité de les incarner, de les vivre, quelle que soit finalement cette combinatoire. Moi, j'ai pas du tout, en effet, une vision du féminisme exclusif. Je pense que toute forme de vécu de sa féminité nous appartient et que toutes ces combinatoires ont droit de citer. Donc, c'est vrai que personnellement, j'ai des enfants et je travaille, donc j'ai combiné, enfin, je tente aussi, c'est un exercice de chaque jour de concilier les deux. Euh, mais je pourrais très bien porter ce discours aussi auprès d'une femme qui n'aurait pas d'enfant et qui aurait décidé de pousser la carrière, ou d'une femme qui aurait décidé exclusivement d'élever ses enfants. En fait, moi, le point, c'est qu'est-ce que vous voulez Oui. et comment est-ce que vous pouvez ensuite l'assumer, l'affirmer auprès de la société. Et c'est aussi de cette manière-là que on peut faire vivre des modèles différents, non pas de manière communautaire et dans nos petites bulles, mais en vivant ensemble et en se respectant dans nos pluralités et dans nos choix. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, en fait, c'est partir de soi, quoi. Femme avec un grand S qui part de C'est soi. partir de soi, Ouais. ouais, De soi, complètement. de C'est ses partir de envies. soi, de sa découverte. On va parler de déterminisme aussi, de où on vient et de qu'est-ce qu'on a envie de prolonger. Est-ce qu'on a envie de prolonger cette histoire, ces héritages, ou est-ce que sur certains plans, et on n'est pas obligé de tout remettre en question non plus, mais on a envie de faire évoluer ces facettes pour soi et pour les générations à venir. Et finalement, je crois que chacun en a à faire ce travail et que évidemment, 1 plus 1 plus 1 plus 1, après, c'est la collectivité qui se transforme et qui modifie. Mais je crois vraiment profondément à la possibilité pour chacun et chacune d'entre nous bien de se poser cette question-là et plutôt que d'être mis sous cloche et d'essayer de se conformer à quelque chose qu'on pourrait attendre de nous selon notre milieu social, nos cultures, qui on est et notre construction psychologique, s'autoriser à se poser simplement cette question-là et sortir de cette cloche et de libérer tout notre potentiel finalement. Justement, le déterminisme, c'est une chose. Encore faut-il en prendre conscience. Dans quelle mesure est-ce que l'école des femmes que tu as créée permet justement ce temps de pause et de prise de conscience et de réflexion sur sa propre condition pour pouvoir en sortir? Parce qu'on ne Oui, peut pas en sortir si on n'a pas déjà conscience des blocages, absolument, des déterminismes dont on est victime. Dans absolument. quelle mesure est-ce que l'école des femmes peut aider justement dans ce parcours d'intégration à prendre conscience de ces leviers qu'on peut activer pour se libérer et Mm, reprendre son pouvoir d'agir finalement? ouais. Je dirais que c'est la première marche du processus, en fait. Vraiment, de revenir à cette question existentielle. Qui je suis et qu'est-ce que je veux?
Voilà. Oui. Et en effet, les déterminismes existent, mais là où moi, je fais un pas de côté et que j'ai redécouvert, hein, pourtant je suis allée à la fac faire de la psycho et de la socio, mais je l'avais plus en tête, je l'ai vraiment euh, remis sur la table de travail en écrivant Femme-S, c'est qu'on a en effet, alors je vais citer deux grands auteurs qui nous parlent du déterminisme, Freud pour le déterminisme individuel et Bourdieu pour le déterminisme social. Mhm. Donc ça existe et ils nous ont dit que ça existait. Mhm. Mais ils nous ont aussi dit, et je crois que c'est cette deuxième partie qu'on occulte un peu, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi, ou en tout cas moi, c'est pas celle que j'ai entendue quand j'étais à la fac, alors peut-être que les profs l'avaient dit que j'ai pas entendu, mais je crois qu'on n'insiste quand même pas beaucoup là-dessus, parce qu'ils nous disent en même temps, c'est parce qu'on connaît les mécanismes du déterminisme individuel et du déterminisme social qu'on peut s'en sortir. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus de cette partie-là. On met un peu Freud dans un truc, Freud nous a dit que de toute façon on était foutus parce qu'on avait un inconscient. Je ne crois pas du tout que c'est ce qu'il dit. Il en fait le constat, mais ensuite il donne les outils justement pour s'en libérer. Et je crois que Bourdieu, c'est pareil. Il nous dit pas on est foutu parce qu'il y a un déterminisme social, d'où tu viendras sera ton futur. Non, il nous dit ça existe, c'est un fait. Et en même temps, c'est parce qu'on connaît ces mécanismes sociaux qu'on peut les dépasser. Et donc moi, c'est de ce côté-là que j'ai envie qu'on regarde. Et donc la première chose, en effet, qu'on fait dans la démarche de l'école, c'est cette question de reconnaissance, hein, de se connaître à nouveau. Et donc, qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu? De là, alors d'un point de vue psychologique, est-ce que j'ai des blessures? Hein? Est-ce que j'ai un passé qui fait que j'ai pu vivre des traumatismes? Quelles sont mes forces? Hein? Quelle est ma personnalité? Qu'est-ce que j'ai acquis aussi au fur et à mesure de mon histoire, par mes apprentissages, par l'intérêt que j'ai eu pour différentes choses. Donc vraiment, aller en profondeur, comprendre ses forces, ses valeurs et son histoire propre. Et puis du côté social, je viens d'où en fait? Je viens de quelle culture? Comment est constituée ma famille? Qu'est-ce que ça dit de moi sur là où je suis dans le monde aujourd'hui? Et quel est le pas que j'ai envie de faire, peut-être le pas de côté parfois que j'ai envie de faire. Et mon idée, c'est que plutôt que de saucissonner un peu son histoire, on se rend compte en faisant ce travail-là qu'on est tous des êtres très complexes et très paradoxaux, en fait, qu'on a plein de polarités qui parfois s'opposent et qui créent nos conflits souvent internes. Et quand on a des conflits internes, on a aussi des conflits externes. Euh, et donc, que quand on répare tout ça et qu'on réintègre l'ensemble de ces facettes, eh bien, c'est là qu'on trouve la paix, la sérénité et du coup, bah, la réussite au sens noble du terme, c'est-à-dire, ben, je me sens mieux avec les autres, je me sens mieux dans ce que je suis en train de faire, je trouve ma place et je peux m'épanouir. Voilà. Donc, en fait, c'est en créant un lien entre toutes ces facettes qu'on crée une sorte de cohérence, de cohésion et une congruence finalement entre ce que je suis et ce que je fais. C'est un peu ça Oui, l'objectif de l'école des femmes, c'est de sortir de là et d'être en accord avec ces valeurs profondes pour pouvoir les incarner et les projeter dans la vie, quoi. exactement, exactement. Et de déceler à quel endroit, en effet, il y a du déterminisme et que je peux le transformer. Tu as magnifiquement titré notre rencontre d'aujourd'hui. Je peux le transformer en détermination à aller où je veux Oui. et Alors, me libérer. quel est le parcours lorsqu'on, admettons, je veux intégrer l'école des femmes, quel est le parcours d'initiation? Combien de temps ça dure? Voilà, ça s'adresse à qui? Hmm. Alors, ça s'adresse souvent à des femmes qui ont envie de cheminer, de faire un travail personnel, qui arrivent à un moment de leur parcours où elles ont en général bien avancé, elles ont fait des études, elles ont commencé à travailler, pris leur place, etc. Les enfants arrivent, ça commence à mettre un peu des grains de sable dans les rouages parce que bah, l'organisation personnelle, le fait qu'on travaille encore dans un monde qui a été créé par les hommes, donc c'est pas un problème, hein, moi j'ai pas de problème avec ça, simplement bah, ça fait 58 ans hein, qu'on a le droit de travailler et d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de nos maris, donc on est un peu comme des bébés hein, dans le monde, dans la table des négociations et la table des décisions à l'échelle de l'humanité. Hein, voilà, même s'il y a eu des histoires de femmes à certaines époques qui ont eu beaucoup de pouvoir, on va dire d'un point de vue collectif, c'est quand même très, 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 très récent. Et donc, il y a quand même, je crois, aujourd'hui cette difficulté, du coup, à amener ce que veut dire d'être une femme dans le monde du travail
notamment quand les enfants se présentent. Bon, les statistiques le disent toutes, hein, on a gardé la charge mentale, on a gardé la charge familiale, la charge domestique, hein, beaucoup. Donc tout ça pose des problèmes. Donc les femmes arrivent un peu à ce moment-là où on sent que ça commence à se tendre, hein, de toutes parts pour vraiment continuer à être là où est leur juste place, à la hauteur de leurs compétences et de leur potentiel dans la société et dans les entreprises, et en même temps continuer à jouer ce rôle, voire même à remodeler ce rôle familial et maternel avec les hommes. Voilà. Donc nous, on arrive à ce moment-là pour permettre de poser les choses sur la table, de regarder où sont les difficultés, et puis de déconstruire l'existant pour permettre finalement, avec cette première question qui est finalement aujourd'hui qui je suis et qu'est-ce que je veux, commencer à remodeler une manière de vivre et de contribuer qui leur convient. Alors ça, c'est un niveau individuel. Moi, j'ai la conviction que c'est un travail qui va être indispensable dans les prochaines années à un niveau beaucoup plus collectif, hein, et même à l'intérieur des entreprises, puisque il y a la loi X1 qui a été votée en décembre 2021, qui va nous amener à une parité dans les comités de direction d'ici 2030. Et donc, on va être face à cette grande discussion à avoir, je crois, en tout cas, si on la passe, ça risque de coincer à un moment donné, de comment est-ce qu'on travaille ensemble maintenant. Voilà, comment est-ce qu'on travaille ensemble maintenant. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que mes clientes, au départ, arrivent pour elles et me demandent à la fin de contribuer. Et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer en tant que femmes pour faire bouger les mentalités au sein des organisations. Donc là, on est en train de monter un think tank, un club des femmes-S, parce qu'elles veulent pouvoir amener cette réflexion qu'elles ont eue pour elles. Elles disent, ça ne suffit pas de l'avoir pour moi, j'ai besoin maintenant de le partager à l'extérieur. Donc on voit quand même un grand cheminement par rapport à ça. Et entre-temps, elles ont acquis, il y a 2 marches supplémentaires, elles ont acquis une posture et des compétences qui leur permettent non plus de rester à une place d'invité à la table des décisions, mais vraiment de prendre la place et de proposer d'être copropriétaire maintenant de cette table. Voilà. Donc, on n'est plus comme les invités, polis, on n'ouvre pas les placards, on reste, tant qu'on ne nous a pas demandé, on ne mange pas. Voilà. Non, non, on va maintenant proposer d'être copropriétaire et de peut-être redessiner aussi les modes de fonctionnement ensemble. Donc, les hommes avec les femmes. Ça aussi, c'est peut-être voilà, une manière que j'ai de parler du féminisme, c'est que je fais travailler les femmes ensemble. Donc, c'est vrai que c'est très, très féminin. Il n'y a pas d'hommes dans l'école des femmes inspirantes. Pas encore. Mais mon intention, elle est vraiment de permettre aux femmes d'avoir cette place à part pour se poser cette question-là dans un espace concret, finalement, et qui n'existe peut-être pas ailleurs, pour ensuite revenir avec les hommes discuter de la manière dont on peut coopérer ensemble. Voilà. Alors, quand tu dis un espace concret, est-ce que c'est que l'on crée ou concret? Ah oui, alors oui, intéressant. Alors c'est concret parce que c'est concret parce que ça existe, c'est palpable, hein, on se voit, on se réunit, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des places qui se prennent aussi dans les organisations. Nous, on les accompagne aussi à avoir leur promotion professionnelle, par exemple, ou à développer leur entreprise, ou à manager différemment, ou à simplement concilier leur vie pro et perso de manière plus sereine et plus efficace. Donc c'est concret, en effet. C'est la 3e marche d'ailleurs, hein, c'est la mise en action, le fait de pouvoir vraiment être dans l'intégration incarnée, hein, de ce qu'on est en train de se dire. Voilà, on n'est pas que en train de palabrer. Il y a un moment donné, c'est comment ça se passe en acte. Donc, on fait beaucoup de gestion de projet aussi, donc sur cette 3e étape. Et c'est concret, en effet, donc QU apostrophe on et le verbe créer, parce que oui, c'est une création, c'est complètement une création. On part de quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas, mais j'ai vraiment la conviction que ça va beaucoup se développer dans les prochaines années. Je suis pas la seule à accompagner des femmes, hein. Il y a plein d'autres, il y a plein d'autres mentors. Moi, j'avais pas vraiment connaissance de ça quand j'étais jeune salariée, mais là, je vois quand même depuis 5-6 ans
Alors, sans doute aussi parce que je m'intéresse au sujet, bien sûr, mais voilà, je crois qu'il y a un essor, on le voit sur les réseaux sociaux. Je crois que MeToo et tous ces mouvements de la parole libérée des femmes euh, nous aident beaucoup à pouvoir poser les sujets. Et donc voilà, je pense que le terrain est en train de s'ouvrir et que ces espaces créés vont être de plus en plus nombreux. Oui, je pense qu'il y a un gros chantier, parce que le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité montre Oui, que les discriminations sont toujours aussi importantes, que les violences exactement. faites aux femmes ont amplifié, qu'il y a même, qu'il y a même une réticence à faire confiance au pouvoir public sur ces questions-là. Euh, le sexisme n'a pas reculé, et je pense que contextuellement, le confinement a souligné que les femmes étaient plus que jamais en première ligne C'est clair, de la gestion de la crise sanitaire et c'est encore clair, victime du patriarcat. Du coup, c'est quel clair. est ton constat en tant que psychologue déjà et Oui. en tant que coach aussi, quoi. Alors, c'est clair, je te rejoins absolument. J'ai enregistré hier le rapport. Là, j'ai prévu justement de me pencher dessus parce qu'en effet, je te rejoins absolument. Il y a un énorme chantier. Donc, c'est formidable justement que cette parole libérée permette de créer plus d'espace parce qu'on va avoir vraiment du travail. Vraiment, vraiment. Et autant je suis vraiment très optimiste. C'est-à-dire, je pense que le fait qu'il y ait cette loi Rixin nous donne des opportunités pour y aller. Autant je suis très réaliste. Donc, je suis une optimiste réaliste. Je suis très réaliste sur le fait qu'on a un boulot immense devant nous et j'ai écrit 2 articles, d'ailleurs, dès que la loi Rixin a été votée à ce sujet, que j'ai intitulé Le plafond de verre a explosé, attention aux débris, parce que je crois vraiment que c'est très important que les femmes se saisissent de ça et se mobilisent, d'où l'école des femmes inspirantes, parce que pour ce faire, on a quand même besoin d'ancrage en termes de posture et de compétences, de choses qu'on nous a clairement pas apprises à l'école. Enfin, moi, j'ai vraiment eu la chance d'apprendre ça grâce à mes études de psycho et à mon parcours. Mais si mon parcours ne m'avait pas amené là-dessus, j'aurais été parfaitement ignorante de tout ça. Et donc, moi, je suis vraiment sur le fait de pouvoir permettre aux femmes d'acquérir tout ce dont on a besoin pour s'affirmer. Et oui, oui, il y a un chantier. Et alors, quant au confinement, je te rejoins complètement. Il y a une sociologue qui avait titré, elle, les femmes prennent conscience qu'elles vivent la vie des femmes des années 50 avec un travail en plus, donc pendant le confinement. Mais enfin, c'était déjà vrai avant. Enfin, je veux dire, on n'avait pas vraiment besoin du confinement pour quand même se rendre compte de ça. Les statistiques sur les charges domestiques, c'est énorme. Hein. Sur la charge mentale, quand vous demandez à des femmes, est-ce que vous vous sentez en surcharge mentale, c'est 80% qui disent oui. Alors les hommes de plus en plus, hein, mais ce qui veut bien dire qu'il faut aussi qu'on retravaille ensemble, parce que c'est pareil, si les hommes prennent de la charge, s'ils sont dans les mêmes rythmes de travail qu'ils ont été depuis le 19e siècle, ça ne marche pas non plus, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pour moi un travail de coordination hommes et femmes pour revoir les modèles en profondeur. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, euh, pendant le confinement, 25% des femmes ont eu un bureau pour 43% des hommes, pour s'isoler, travailler tranquillement. Donc, on imagine bien à quoi ça devait ressembler. Hein. Enfin, voilà, un ordinateur sur un bout de table de cuisine, les enfants qui font le télé-école. Bon, voilà, je ne sais pas comment elles ont fait. Moi, j'ai renoncé à faire l'école à la maison. Ça, et sans culpabilité, parce que voilà, j'ai fait un choix. À un moment donné, j'ai dit, bon, bah, moi, économiquement, il faut qu'on mange d'abord, donc je travaille, et puis ils apprendront à lire. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment où ça se compensera. Voilà. Mais il y a un moment, comment c'est possible de faire maîtresse, directrice des ressources humaines et voilà, à manger, le ménage, etc. Enfin, voilà. Donc oui, les femmes ont évidemment énormément souffert de ça. Les statistiques sont là. Elles ont aussi énormément souffert en termes de recul de leur présence dans les entreprises, puisque une femme sur 2 a été au chômage partiel euh, pour s'occuper de ses enfants. Aux États-Unis, on a eu une démission massive des femmes, c'est en centaines de milliers, j'ai plus le chiffre en tête, mais je l'ai écrit dans mon prochain livre. C'est des centaines de milliers de femmes qui ont démissionné en septembre 2021 pour s'occuper de leurs enfants, parce que finalement, pour une femme, c'était plus facile de prendre ça en charge que le mari. Bon,
Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire un recul aussi de la présence économique des femmes sur le terrain, et donc de leur indépendance, de leur autonomie, etc. Donc oui, c'est très important ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et bien sûr, ça vient se rajouter à une situation sur la santé mentale qui n'était pas déjà formidable, en France notamment. Donc moi, j'ai été responsable de la prévention des risques psychosociaux pour une direction de la SNCF, hein, avant de monter mon cabinet. Donc en 2018, ça me concernait, j'ai fait des recherches sur le sujet, et donc il y a une étude de la Fondation Pierre Deniker qui nous révélait que 22% des actifs en France, donc hommes et femmes confondus, souffrent de troubles psychologiques. Alors quand on parle de troubles psychiques, on est de l'anxiété jusqu'au risque suicidaire. Donc troubles anxieux, on peut aller travailler, hein, voilà, hein, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'on est dans les meilleures conditions non plus pour offrir un travail performant, et c'est 25% pour les femmes. Donc voilà. Avec le confinement, ces pourcentages ont augmenté pour redescendre un petit peu en 2022. Mais bon, voilà, globalement, on peut quand même se dire que un petit quart de la population souffre aujourd'hui. Et donc, quand on n'est pas bien, eh ben, on performe moins. Ça a l'air bête à dire, mais c'est suffisamment important de le rappeler, puisque je sais que moi, quand je parlais des questions du bien-être, de la qualité de vie au travail, c'était un peu le dernier sujet du comité de direction. Oui. Voilà. Ça Alors que c'est ça dit quelque chose de notre époque, en fait. Hein. Mais oui, Mm. mais oui. Alors déjà, on en parle, ce qui n'était pas du tout le cas encore. Voilà, je crois que le XXe siècle a été un siècle où on a pris soin de la santé du corps, de la santé physique. Et d'ailleurs, pour les travailleurs, on a commencé à faire attention au fait que les travailleurs ne meurent pas, par exemple, sur les chantiers. Donc, c'est déjà un progrès. Et peut-être que le XXIe siècle va nous permettre d'être un siècle de soins pour notre esprit et de bien-être, qui est aussi contributif de valeur et de performance, bien entendu. Bien entendu. Je crois que c'est ça peut-être dont on est en train de prendre conscience collectivement, et je crois que c'est une bonne chose. Et encore, la notion de performance, c'est une question très intéressante, mais probablement que ça fera l'objet d'un autre, d'un autre échange. Si on devait résumer, quels sont les enseignements ou les conseils que tu souhaites donner aux personnes qui nous écoutent, et plus particulièrement aux femmes qui souhaiteraient en savoir plus sur ton programme d'intégration à l'école des femmes? Le premier conseil, c'est de prendre en compte le fait que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, puisque personne ne peut la vivre à votre place. Voilà. Et ça, quand même. mais je crois que c'est hyper important de le dire, parce qu'on est tellement, en tant que femme, toujours en train de s'occuper des autres. C'est vrai. Et bon, quand on est mère de nos enfants en premier, que cette pression est tellement forte qu'on oublie ce petit détail qui est que nous sommes la personne la plus importante de notre vie, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut la vivre à notre place. Donc, c'est pas égoïste de se préoccuper de soi, c'est le point de départ. C'est ce qu'on nous dit dans l'avion, hein, quand on nous explique les consignes de sécurité. C'est je vais d'abord m'équiper moi avec le masque à oxygène avant d'équiper mon voisin, même si mon voisin est mon enfant. Parce que si j'étouffe, je ne pourrai plus aider qui que ce soit, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment en prenant soin de soi qu'on peut remplir le réservoir pour prendre soin des autres et du monde et de son environnement. Alors, quand je dis le monde, on n'est pas obligé de s'occuper de tout le monde, mais de son monde à soi, déjà, des responsabilités qu'on peut avoir au travail, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être révélez-vous. Révélez vos facettes, parce que le monde d'aujourd'hui a besoin d'innovation, a besoin de création, et que c'est vraiment en montrant finalement qui nous sommes, en étant acteurs et pas passifs, en fait, face à ce qui est en train de se produire, en augmentant notre agilité à nous adapter, et qu'on va pouvoir être pleinement dans ce monde qui est
qui est vraiment challengeant, hein, mais qui est aussi merveilleux, hein. Je veux dire, on n'a jamais eu autant d'opportunités, de possibilités. Là, on est en train de faire un Zoom. Je suis en Tunisie, tu es en France, je pense, là, en ce moment. Voilà, je serai de nouveau en France ce soir, mais voilà, on a des opportunités incroyables. Je viens d'animer un séminaire avec mes partenaires ici. C'est des personnes que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux, On a vraiment plein de choses aujourd'hui qui sont des outils, comme tous les outils qui peuvent avoir l'ombre et la lumière. Donc, plus on sera agile à les utiliser, plus on sera agile à nous adapter, et bien plus on pourra être contributeur voilà, et non pas en train de subir quelque chose qui peut nous dépasser. Voilà, donc révéler ça, aller chercher, c'est pas toujours facile, ça peut être même parfois un peu désagréable, mais avoir l'audace de faire ce chemin, et puis euh, de vraiment être attentif. On évoquait la performance, mais moi, je travaille vraiment sur les deux plateaux de la balance, performance et bien-être. Voilà, je peux performer et je peux d'autant plus performer que de l'autre côté de la balance, je prends soin de moi. Donc, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous pour être le plus en capacité justement à être et à réaliser dans le monde ce que vous avez à réaliser. C'est les deux plateaux de la balance en même temps dont on a besoin. Eh bien, je souscris totalement à ces paroles, puisque je pense qu'il n'y a pas de bonheur si déjà on ne se connaît pas soi-même. Et se connaître soi-même, c'est reconnaître ce qu'on est capable d'apporter au monde, sa lumière, sa contribution, et chacun est capable de le faire. Alors, pour terminer, et ce sera la conclusion de notre échange, est-ce que tu as une devise qui t'anime tous les jours et qui fait que tu as la pêche? Ouais. Oui, finalement, elle est devenue une devise. C'est quelque chose que j'avais écrit dans mon mémoire de certification pour le coaching à HEC, parce qu'on était invité aussi à cette introspection-là. Alors, je me dis, bon, alors finalement, finalement, peut-être ça, j'ai choisi de ne pas choisir, qui est un choix en Oui. soi. Et donc, c'est devenu une devise, en fait. Au final, choisir de ne pas choisir. Voilà, on n'est pas obligé de se sacrifier, on n'est pas obligé de renoncer. On peut faire des choix conscients. C'est-à-dire ça, ok, ça, non, je le mets de côté. Mais moi, je travaille vraiment avec les femmes sur à quel moment je sens que je dis non, mais que, je me sens pas bien avec ça. Et donc, moi, je dis non au renoncement et je dis oui au choix conscient. Et dans ce choix, on peut choisir de ne pas choisir et aller révéler tout ce qui est important pour nous. Après, la question, c'est comment on va le faire. Mais finalement, on a toute la vie devant soi pour le faire. Donc, vraiment s'autoriser à aller chercher ce qu'on a envie de révéler. Et ensuite, c'est le chemin de notre vie, finalement, de le faire pas à pas et de le vivre, tout simplement. Merci pour tout ce travail que tu fais, Ida, qui permet de déconstruire. Moi, j'ai assisté à un de tes échanges qui était sur l'imposture, sur le fait de prendre conscience de ce syndrome d'imposteur et du fait qu'en prenant conscience, finalement, on s'aperçoit qu'on est tous habités par ce syndrome. Et le fait d'en prendre conscience nous permet d'être acteurs de notre vie et de ne pas la subir, finalement. Oui, Et j'ai un peu l'impression que le travail que tu mènes, c'est à la fois un travail d'encourager l'action et d'encourager ces ambassadrices du changement à œuvrer à leur niveau en ayant fait ce parcours d'intégration à l'école des femmes. Donc, bravo pour tout le travail que tu fais, Ida. Je suis vraiment ravie de faire ces alliances avec ces femmes extraordinaires qui osent sortir de leur zone de confort, qui osent accompagner et être instigatrices du changement auprès d'autres femmes, même si le féminisme n'est pas l'apanage des femmes, il n'en reste pas moins que c'est à nous de redéfinir les contours de notre féminisme personnel, individuel, et c'est ça qui le rend finalement universel. Donc, merci beaucoup, Ida, et au plaisir de te retrouver très prochainement pour la lecture de ton livre, de ton deuxième livre, parce qu'il fera l'objet du Book Club de Femmes et Diversité. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore beaucoup, d'avoir accepté Leïla. notre invitation, Ida. Bonne journée à Merci. tous.